Debout les preppers et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes qui râlent parce que ça caille aujourd'hui. On n'est pas encore à Vice City. Good morning, Sam. Blood collection complete. Alors que les internets scrutent la moindre image du prochain GTA, c'est bien d'un jeu vidéo qu'on va vous causer aujourd'hui. De jeux vidéo oui, mais que les 2-3 habitués de cette chaîne se rassurent, on va aussi causer Cinoche. En attendant son deuxième épisode On the Beach, qui sortira le 26 juin prochain, on va donc revenir sur Death Stranding et les liens qui unissent cette incroyable cathédrale vidéoludique au 7ème art. Si certains bas du front bien de chez nous ont pu le confondre avec l'assassin de Shinzo Abe, Hideo Kojima s'est pourtant imposé comme l'un des créateurs de jeux vidéo les plus célèbres, mais aussi parmi les plus cinéphiles. Vous trouverez plein de passionnantes vidéos qui montrent toute l'importance du cinéma dans son œuvre, de Police Notes à sa célébrissime saga Metal Gear, aussi référentielle qu'un Tarantino sous cocaïne. Sang de porc, comme pour la scène du bain de sang carré. Pour notre part, on va s'intéresser ici à une collaboration artistique particulière. De collaboration, c'est directement de ça qu'il est question dans Death Stranding. Et vu qu'on est sur un jeu qui met à l'honneur les connexions, les likes et l'échange humain, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner, liker ou commenter, c'est gratos. Dès Metal Gear Solid 2, Kojima a commencé à s'adjoindre les services d'artistes hollywoodiens tels que le compositeur Harry Gregson Williams, comparse de Hans Zimmer, ou encore Kyle Cooper, designer de générique qui, avant ses créations pour la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et le célèbre flipbook logo du MCU, s'était fait connaître par l'inoubliable opening title de Seven. Une esthétique qu'il poursuivra notamment sur le générique de Mimic. Pour en revenir à l'artiste qui nous intéresse aujourd'hui, et oui, au rayon bromance artistique de Kojima, celle qui l'unit à ce bon vieux Guillermo est bien l'une des plus fameuses, mais aussi l'une des plus douloureuses. De son côté, Del Toro est un cinéaste qui aime à mettre en avant ses amitiés artistiques, que ce soit celles avec ses deux autres amigos mexicains, ou ses collaborations malheureusement avortées avec Peter Jackson ou James Cameron. Et de collaborations avortées, il en est évidemment une célèbre liant Del Toro à Kojima. Je parle là évidemment de Silent Hill Pity. Pity pour Playable Trailer, mais on aurait désormais presque envie de lire Pity pour Phantom Thread, tel le fil fantôme de la carrière de Kojima, ou plutôt une douleur fantôme qui continue de hanter son œuvre. Retour il y a un peu plus de 10 ans, alors que Konami décide de confier un nouvel épisode de sa célèbre saga horrifique à son créateur star Hideo Kojima. Celui-ci s'adjoint les services d'un artiste issu du cinéma, et non des moindres, un véritable spécialiste du genre, Guillermo del Toro. Avec déjà Norman Reedus en tête d'affiche, ce Silent Hill était, pour reprendre les termes toujours nuancés de l'industrie, appelé à révolutionner le jeu d'horreur. Avant d'être proprement et simplement annulé par Konami, ne nous laissant qu'avec le souvenir d'un trailer devenu culte, à défaut d'être encore playable. Si l'espoir est ravivé de temps en temps à coups d'énigmatiques annonces, la collaboration Kojima-Del Toro, elle, aura bien lieu. Et pour mieux conjurer l'avortement douloureux, les retrouvailles se feront d'eau autour d'un bébé. Dès les prémices de la communication autour de Death Stranding, le réalisateur mexicain, pourtant peu habitué aux caméos, nous est présenté comme un personnage du jeu, tenant dans ses mains un bébé plongé dans du formol. Tout d'abord, il s'agit de préciser que si Guillermo del Toro prête bien ses traits à Deadman, il n'a pas assuré la motion capture, tandis que sa voix est le fruit d'une brillante imitation du doubleur Jesse Corti. De même, le réalisateur n'est pas crédité à l'écriture du jeu. Si les guests artistiques de Death Stranding ont parfois collaboré directement sur le jeu, tel Errolson Hughes, couturier derrière la marque Acronym et créateur de la tenue de Sam, lui aussi doublé par un acteur, d'autres sont davantage des inspirations de Kojima, des personnalités ayant contribué plus largement aux médias vidéoludiques. Dans le cas de Del Toro, on ne peut que se demander s'il a participé activement au développement de son personnage, ou si Kojima et ses scénaristes ont juste fait du sur-mesure. Quoi qu'il en soit, il est troublant de voir Deadman incarner des thématiques aussi intimes du cinéaste. D'ailleurs, le véritable nom de Deadman, Dr Rougeau Melillo, visible sur son badge, est un anagramme de Guillermo del Toro. Bon, c'est peut-être le temps de faire un petit point, qui c'est ce Deadman ?
Alors, c'est malheureusement pas dans cette vidéo que je vais me lancer dans un pitch de Death Stranding, désolé pour les néophytes égarés, mais en ce qui concerne Deadman, je peux au moins dire qu'il s'agit du personnage qui vous accompagne le plus étroitement lors de votre aventure, et l'interlocuteur privilégié de Sam au sein de Bridges. Ses origines demeurent bien mystérieuses, n'étant a priori pas né de manière conventionnelle. Selon son propre récit, Deadman a été conçu par fécondation in vitro, ovules et sperme demeurant d'origine inconnue, et est issu d'un utérus artificiel. À sa naissance, certains organes sont dysfonctionnels, comme morts, tandis que d'autres sont carrément absents. Il subit alors de multiples greffes. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. Deadman se voit donc directement telle la créature de Frankenstein, portant cette filiation sur son visage par la cicatrice qui se dessine sur son front. Difficile alors de ne pas penser à l'obsession de Guillermo del Toro pour les monstres, et tout particulièrement pour celui créé par Mary Shelley dans son Frankenstein ou le Prométhée moderne, à la croisée du mythe grec et du golem juif, une allégorie fondatrice de notre ère industrielle. Un mythe devenu logiquement cinématographique, notamment grâce aux adaptations iconiques de James Whale que Del Toro porte dans son cœur, au point d'accorder une place de choix à la silhouette de Boris Karloff dans son impressionnante demeure. Si son propre cinéma est peuplé de savants fous et de monstres tragiques, Del Toro en vient logiquement à signer sa propre adaptation, avec Jacob Elordi en créature et Oscar Isaac et Mia Goth en Victor et Elizabeth. Sobrement intitulé Frankenstein, le film sort en novembre 2025 sur Netflix. Et il n'est pas interdit de déjà trouver, dès les premières images de sa bande-annonce, des résonances avec celles de Death Stranding 2. Golem ou créature de Frankenstein, Deadman se voit comme un pantin, et Death Stranding convoque plus largement cette figure du pantin, via ses fils descendant du ciel, mais aussi ceux servant à Higgs ou à Cliff pour manipuler leurs terribles marionnettes. Aussi, le surnom donné par Cliff à sa femme Lisa fait une référence directe au film de Duke Johnson et Charlie Kaufman. Un film qui usait d'une animation en stop motion et de troublantes marionnettes pour traduire l'associabilité de son héros. Alors que le récit d'Anomalisa était construit par Charlie Kaufman autour du syndrome de Fergoli, Kojima, lui, s'attaque également à divers troubles psychologiques, notamment Aphenphosmphobia. Cette aphenphosmphobia, une peur de l'intimité dont souffre Sam, se traduit par son refus d'être touché et montre toute la complexité de créer des liens. Plus largement, la santé mentale est un sujet central de Death Stranding, abordant d'autres pathologies sociales, Kojima s'intéressant sur épineuse question l'impact que peut avoir son média sur ses utilisateurs. Mais si les manettes n'ont aujourd'hui plus de fil, revenons-en un peu aux marionnettes. Guillermo del Toro, comme on a pu le voir déjà fasciné par le golem de Frankenstein, a également peuplé son œuvre de multiples étranges pantins, animatroniques et autres robots, jusqu'à une adaptation toute personnelle des aventures de la plus célèbre des marionnettes. Co-signé avec l'animateur Mark Gustafson. Del Toro, que ses débuts dans les effets spéciaux ont directement confronté à la question d'insuffler de la vie à des objets, il poursuit évidemment sa réflexion à la manière de Deadman avec ses recherches sur les profonds mystères de l'existence, de son origine miraculeuse à sa fin inéluctable. Et c'est avec un tout autre cinéaste, Fatih Akin, que Kojima continuera de porter ses réflexions avec le personnage de Dollman dans Death Stranding 2. Little puppet? What? Puppet?
No, no! No, I am alive and my own master. De par sa conception toute particulière et, il faut bien le dire, énigmatique, Deadman n'est pas doté de K, ce concept égyptien central dans Death Stranding, puisque c'est cette énergie vitale qui nous permet de rejoindre la grève. Se considérant dénué d'âme, il prend donc le nom de Deadman et part explorer les mystères de la mort, devenant légiste puis médecin en chef de Bridges. Peut-il mourir, celui qui jamais n'est vraiment né? On comprend alors toute la fascination que Deadman, qui n'a pas de date de naissance, peut éprouver pour les bébés. C'est Bridge Baby ou Brise Bouillard. Une fascination qui, là encore, entre en résonance avec celle de Guillermo del Toro. Des bocaux de l'échine du diable au cauchemardesque Enoch de Nightmare Alley, les bébés plongés dans le formol comptent parmi les visions les plus fortes du cinéma de del Toro, chargées d'essentiels symboliques. Mais le mieux, c'est encore de laisser la parole au cinéaste. Enfin, au cinéaste, désolé de ne pas être un aussi bon imitateur que Monsieur Jesse Corti. Quand j'étais jeune, je croyais à l'immortalité de l'âme. Je croyais au paradis, à l'au-delà, et je croyais que la chair était consacrée. Mais un jour, en entrant dans une morgue, j'ai vu une pile énorme de fœtus en décomposition. Et en voyant ces fœtus morts, je me suis dit que Dieu n'existait pas, que nous étions faits de chair et que notre essence éternelle se trouvait ailleurs, et que personne ne vivait éternellement. Pour moi, le fœtus représentait l'essence de l'âme. C'était l'humain parfait, pas encore né, pas encore parmi les vivants, blotti dans les limbes, parfait. Et en voyant ce triste spectacle, je me suis dit que l'essence spirituelle de l'homme était ailleurs et que cela ne correspondait pas au dogme catholique. Mais cela ne me péchait pas de chercher à devenir une bonne personne. Cette révélation a très certainement eu lieu dans l'hôpital de Belén de Guadalajara, où le jeune Guillermo a pu faire du bénévolat lors de ses études, le cimetière attenant à l'hôpital ayant également nourri son cinéma. Difficile pour nous de ne pas penser également à la quête de Deadman et de ne pas voir Lou plongé dans son bocal sarcophage comme l'un de ces humains parfaits, un bridge baby, un pont entre les morts et les vivants, nous reconnectant avec l'essence de notre âme. Bon, osef les spoilers, d'autant que la communication de On the Beach est sans équivoque, Death Stranding ne condamne pas son bébé qui, tel le Abe Sapien de Hellboy ou la créature de la forme de l'eau, pourra se libérer de son aquarium pour embrasser pleinement le monde des vivants. Qui sait, peut-être pour mieux retrouver celui des morts dans la suite. Une suite qui devrait donc se faire sans Deadman, puisque Del Toro n'est a priori plus associé à cette suite, un plan déchirant du trailer annonçant le départ de son personnage. Vers où la question reste ouverte maintenant qu'il a pu se lier aux autres et acquérir ainsi la possibilité de voyager sur leur grève. Nul doute que l'influence de Del Toro demeurera, en témoignent ses affrontements de Keiju à la Pacific Rim. DHB Magellan. Integrate! Tandis que Death Stranding 2 semble toujours creuser encore davantage son sillon Lovecraftien, Lovecraft étant évidemment l'une des autres grandes figures tutélaires de Del Toro. Il y aura encore long à dire sur les liens unissant l'œuvre du cinéaste mexicain à celle de Kojima, comme par exemple le loup vaporeux des échoués qui peuvent évoquer le Santi de l'échine du diable, mais également les fantômes de Crimson Peak qui, eux aussi, peuvent virer au rouge. Mais avant de se quitter, abordons une dernière dimension que je vous avoue ne pas très bien maîtriser, mais bon, je vais m'y risquer quand même. Comme on a pu voir avec ce fameux fantôme rouge, les couleurs chez le cinéaste mexicain, c'est absolument primordial. Et si parmi les nombreux domaines abordés par Death Stranding, il y a ceux de la science empirique et notamment de la chimie, Kojima empruntant le principe de chiralité pour définir son apocalypse, le jeu aborde aussi les sciences occultes, dont l'une chère à Guillermo del Toro, le guide dans ses choix colorimétriques, l'alchimie. Revenons donc à cet apocalypse, le Death Stranding ayant répandu sur Terre une matière chirale, la poix, une sorte de goudron lié au monde des morts, par lequel semblent s'incarner les échoués. Mais lorsque Sam triomphe d'eux, il les libère et change alors la poix en chiralium. Ces fameux cristaux dorés s'apparentant à des mains.
Je le redis, j'y connais pas grand chose en alchimie, mais difficile de ne pas voir dans cette transformation l'accomplissement d'un grand œuvre, transmutant la matière vile de la poix en noble chiralium. Et Deadman dans tout ça, comme souvent chez Kojima, on peut en revenir au nom, identité véritable ou nouveau code derrière le pseudo. Rougeau Melillo. Si le nom Melillo peut renvoyer coïncidence à Robert Melillo, médecin spécialiste de l'enfance, le prénom Rougeau associe directement Deadman à la couleur rouge, celle de sa blouse dans sa première apparition, puis de sa chemise kraftwerkienne. En alchimie, le rougissement, du latin rubedo, est la dernière phase du grand œuvre et, merci Wikipédia, le rouge y est la couleur intermédiaire, celle entre le noir et le blanc, entre la lumière et les ténèbres, ou, dans le cas de Deadman, entre les morts et les vivants. Le rubedo alchimique est également lié au phénix, renaissant tel notre cher rapatrié Sam, ou à l'Ouroboros, ce serpent se mordant la queue, présent d'aussi loin que l'on puisse observer, dès les civilisations mésopotamiennes ou égyptiennes. Mais bon, je vais éviter de me perdre dans un autre domaine que je maîtrise pas et laisser les mythologies ancestrales pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, les jeux de Kojima comme les films de Del Toro sont tout à la fois des grandes œuvres populaires qui revendiquent leurs influences pulp, mais également, au-delà de ce postmodernisme, des labyrinthes ésotériques foisonnants, puisant dans les terreaux mythologiques les plus anciens. Comme l'œuvre de Del Toro, de Chronos jusqu'à son Pinocchio, Death Stranding délivre un enseignement des plus élémentaires. Vous allez mourir, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Pour conclure sur une note un peu plus lumineuse, laissons directement la parole à Del Toro pour nous toucher quelques mots de Kojima et par la même occasion évoquer un autre créateur récemment parti sur sa grève. I was good friends with Mark Frost. I don't know Lynch very much. I saw him one lunch and I was trembling. But I'm good friends with Mark Frost, and Mark said to me something that I believe is true of Kojima too. He said, you know, David is unironic. He said, people think David is ironic, but he isn't. He actually loves that little bluebird singing at the end of Blue Velvet, and he really believes in the goodness of pie and coffee. Like, he's not being meta. He really has the two things, the weirdest mind and the most wholesome mind. And I think Kojima emotionally is quirky. It's not that he's ironic. I think he's the same as Lynch. He believes in the possibility of love and humanity, but he also believes in the coolness of brutality or the spectacle of machines destroying buildings. Like, he's made of all these things, and he's not afraid to juxtapose them. You know, I think that paradoxical creation is essential to art.